Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers et chers collègues, il y a sans doute dans notre pays autour de 10 millions de personnes aidantes. On compterait parmi elles 57% de femmes. En silence, ces personnes aident un proche à affronter le quotidien lorsqu'il se trouve en situation de handicap, d'invalidité, de maladie, de perte d'autonomie. C'est un travail précieux pour la société. Mais nous ne sommes pas ici pour nous extasier sur cette formidable générosité, sur cette formidable solidarité. Nous sommes là pour prendre des mesures à la hauteur de ce travail gratuit et informel qui représente entre 12 et 16 millions d'euros chaque année. Milliards d'euros. Nous sommes là pour répondre aux attentes de ces femmes et de ces hommes sur lesquels on fait reposer une charge immense sans les reconnaître vraiment et sans même faire ce qu'il est possible pour leur faciliter la vie. Chacun connaît ici les vertus du citron. Il peut donner des citronnades et peut-être bien utile en cuisine, mais le citron est également recommandé pour blanchir le linge et éliminer les taches, guérir les maux de gorge, faire briller miroirs et fenêtres, désinfecter les planches à découper ou encore pour rafraîchir la laine. Il est connu pour avoir des effets favorables sur la santé et sur la prévention de plusieurs maladies. Les personnes aidantes ont bien souvent le sentiment que la société les prend pour des citrons. Si nombre d'entre elles assument leurs tâches avec fierté, elles en subissent souvent le contre-coup dans leur vie professionnelle, sociale et familiale, ainsi que les conséquences sur leur propre santé. Nombreux sont les témoignages de personnes aidantes souffrant d'isolement, d'épuisement et parfois d'effondrement. Car si elles en viennent à s'oublier pour accomplir leurs tâches, c'est aussi parce que le besoin d'aide de leurs proches, couplé à la faiblesse de la réponse sociale et parfois à l'absence totale de solutions, nourrit un phénomène de culpabilisation sur lequel on ne peut pas construire de solutions saines et durables. Ce que les personnes aidantes investissent dans des tâches qui ne devraient pas leur incomber, c'est autant de retrancher à ce qu'elles peuvent donner dans une relation humaine si décisive. Aussi, la première chose que demandent les personnes aidantes, ce sont des droits véritables pour les personnes aidées. Cela doit passer par une sécurité sociale de haut niveau et un service public fort avec des professionnels nombreux, formés et reconnus. Le défi de l'autonomie ne peut être laissé aux bons soins de relations interpersonnelles et moins encore à la main invisible du marché. C'est une question sociale à laquelle il convient de consacrer les moyens nécessaires. Sur ce grand terrain d'inégalité, il est grand temps d'organiser la solidarité puisque la société la pratique déjà à l'état brut pour produire face à cet enjeu majeur du droit, de l'égalité, de la justice, de la dignité. Sans rien lâcher de cette ambition globale, il y a urgence à donner des droits aux aidants sur qui repose toute une partie de la prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie. Leur attribuer des droits, c'est reconnaître leur dignité et leur travail. De quoi les personnes aidantes ont-elles besoin? Elles ont besoin de temps, de ressources et d'accompagnement. C'est ce qui ressort de la mission flash que j'ai conduite au sein de la Commission des affaires sociales ces dernières semaines. Il y aurait beaucoup à faire et cette proposition de loi ne fait pas le tour de la question. Mais nous pouvons déjà agir aujourd'hui sans attendre. Cette proposition concerne les personnes aidantes exerçant une activité professionnelle et je souligne au passage que leur souhait ultra-majoritaire est de la garder. Il s'agit d'ouvrir un nouveau droit, de produire un geste de progrès social en indemnisant le congé de proche aidant. Aujourd'hui, ce droit, ne donnant lieu à aucune indemnisation, même s'il fait l'objet de rémunération dans quelques grandes entreprises, demeure à l'état de droit par trop théorique. L'indemniser permettrait donc à celui ou celle qui cesse son travail pour s'occuper d'un proche de continuer à toucher des revenus, et ce, sans venir impacter le plan d'aide de la personne aidée. On imagine qu'il pourrait par exemple être calqué sur l'allocation journalière de présence parentale, mais la fixation du montant de cette indemnisation est renvoyée à un décret permettant ainsi de se donner le temps d'évaluer plus précisément le dispositif et d'en dégager les moyens, quitte à organiser une montée en charge progressive. Sur ce point central, je veux dire que nous devons d'abord répondre à cette question. Jugeons-nous que cette reconnaissance est indispensable? Si c'est le cas, nous aurons d'autant moins de mal à trouver les ressources nécessaires, qu'il ne s'agit pas d'un coût, mais d'un investissement permettant de mieux préserver la santé
des aidants et des aidés. Si l'on veut poursuivre le raisonnement dans cette logique, l'absence d'indemnisation est aujourd'hui un facteur de coût pour la sécurité sociale et pour les départements, et ils sont autrement plus élevés. Hors de toute polémique, je veux dire que le gouvernement ayant su décréter des urgences sur d'autres sujets, il faudrait expliquer pourquoi celui-ci, au contraire, ne le mériterait pas. Le deuxième article accorde ce droit à congé, qui est aujourd'hui d'1 an au total, en tout et pour tout, à la personne aidante, pour chaque personne qu'elle aura aidée au cours de sa vie active. Mon sentiment est que cette durée demeure insuffisante en l'état, mais il s'agit déjà de proposer un progrès difficile à remettre en cause. Le troisième article dispose que le fractionnement et le recours au congé sous forme de temps partiel seront facilités en supprimant l'autorisation de l'employeur, raison de plus pour limiter le temps partiel imposé et injustifié par ailleurs. En effet, rendre l'accès au temps partiel choisi pour les femmes et pour les hommes, qui plus est avec une indemnisation, permettra de mieux adapter la présence de la personne aidante aux besoins de la personne aidée et de mieux l'accompagner. Enfin, le quatrième article prévoit que la reconnaissance du statut d'aidant permanent puisse donner droit à une majoration à hauteur d'1 trimestre par période de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Ce dispositif existe déjà pour les personnes aidantes de personnes en situation de handicap. Et une proposition de loi initiée par notre collègue Paul Christophe a été déposée voici quelques mois avec la signature de parlementaires issus de l'ensemble des groupes représentés dans notre hémicycle. Prendre son temps pour aider un proche qui en a besoin et le payer une fois la retraite venue, c'est la double peine. Aux personnes aidantes, si nombreuses dans notre pays, nous voulons envoyer le signal de la solidarité nationale, le signal de la reconnaissance sociale. Nous voulons dire qu'ils, elles, accomplissent un geste d'exception et que nous allons les aider à assumer cette tâche parce qu'ils, elles, l'acceptent aussi en notre nom à toutes et à tous. Cette proposition de loi se veut n'être qu'un début, mais elle affronte l'urgence. Chers et chers collègues, je n'ai entendu à ce jour aucun argument permettant de justifier qu'on n'avance pas dans la reconnaissance sociale des aidants, dont j'ai dit tout à l'heure le volume que cela représente, entre 12 et 16 millions, je dis bien millions, d'euros par an. Et donc, rien ne justifie qu'on ne vote pas ces mesures attendues. Elles le sont par cette foule de personnes aidantes, ainsi que par les associations qui se sont prononcées ces derniers jours sans ambiguïté et publiquement, et dont je veux saluer l'action. L'Association française des aidants, la Fédération nationale des aidants, l'UNAPI, la FNAT, l'Association des paralysés de France, l'Association France Alzheimer, l'Union nationale des associations familiales, les mutuelles de France, la Ligue des droits de l'homme. Il y a dans la société une conscience en train de s'étendre et non content d'être en retard sur le réel, nous choisirions de prendre du retard sur cette conscience sociale. Je n'ose pas l'imaginer. Je voudrais vous dire que cette proposition de loi n'a pas pour objet de faire quelques démonstrations que ce soit, mais bien de répondre à un enjeu que la Commission des affaires sociales a elle-même identifié dans la diversité de sa composition. Et si elle devait y conduire, ce serait contre notre volonté et nos efforts. Je vous encourage à ne pas faire de cette journée une journée du dédain, de la procrastination, la journée, ce n'est pas aujourd'hui, c'est le 25 mars, du oui mais non, du bottage en touche, du « je voudrais bien, mais je peux point ». Et je sais que nombre d'entre nous savent ces mesures nécessaires. Nous sommes ici pour faire la loi. C'est notre rôle en commun. Nous n'avons pour la faire à attendre d'autorisation de personne. Rares, trop rares, sont les espaces que la représentation nationale peut investir pour prendre l'initiative législative. Donnons à ces propositions le champ du débat et la chance de poursuivre leur cheminement législatif. Ayons maintenant cette modeste audace, ensemble, ouvrons la porte à une avancée sociale attendue. Merci, mon cher collègue. La parole